il n'est pas rare de mettre des années, même de nos jours, avant de savoir qu'on a une sclérose en plaques. Parce que le diagnostic n'est pas toujours si facile en fait. Et que les médecins, surtout il y a quelques années, maintenant peut-être un peu moins, mais à l'époque où il n'y avait pas de traitement, ils hésitaient avant de dire aux patients c'est une sclérose en plaques. Ils voulaient vraiment être sûrs quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile pour le patient de passer des années d'errance médicale, de demander ce qu'il a. Et souvent, enfin, j'espère moi maintenant, mais malheureusement, je crois que ça arrive encore, les médecins ils ont trop tendance à dire c'est dans la tête. Voilà. Quand ils savent pas, ils ont trop tendance à dire c'est dans la tête. Il ferait mieux de dire à ce jour, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne vais pas vous dire c'est dans la tête, je vais vous dire je ne sais pas. Alors on peut chercher plus loin, mais si le médecin vous diagnostique d'office, il vous juge comme hypochondriaque ou moi on m'a dit la neurologue que j'ai vue, une des neurologues, j'en ai vu un paquet, avait marqué que compte tenu de ma faiblesse psychologique, j'avais pas trop aimé ça, il faudra faire attention par rapport au traitement de fond qui sera choisi. Parce que elle hésitait entre Copaxone et un interféron. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le passé, j'ai connu une dépression. Et cette dépression, je l'ai connue parce que j'avais une sclérose en plaques et qu'on m'avait pas reconnu la sclérose en plaques. Et que je sentais que j'allais pas bien et on savait pas pourquoi. J'avais des troubles cognitifs qui n'étaient pas reconnus en tant que troubles, enfin, pas poussés de sclérose en plaques. Voilà. Mais à l'époque, c'est vrai que j'avais très mal pris qu'on me juge comme ça. Donc, c'est pas agréable du tout d'être pris pour une fada. Pendant des années, on me dit vous n'avez rien, rentrez chez vous, c'est dans la tête. Et puis à un moment donné, c'est il y a urgence, vite, faut vous traiter. Mais oh, vous vous foutez de moi là ou quoi? Ça fait des années que vous me dites, vous me rabâchez, vous n'avez rien, arrêtez de nous emmerder quoi, vous n'avez rien. Et maintenant vous me dites, il y a urgence. C'est vrai qu'au début, bon, ça m'a à la fois soulagée de savoir enfin que c'était vraiment une pathologie que j'avais, que j'avais pas, c'était pas faux. Et en même temps, j'étais en colère quoi, je lui dis, tu te fous de moi quoi. J'ai rien et maintenant j'ai quelque chose. Que dire à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a la sclérose en plaques? Donc j'ai la CEP, j'ai envie de vous dire qu'il y a deux types de CEP. Il y a la sclérose en plaques rémitante, qui est la majorité des scléroses en plaques qui existent, enfin, qui sont vécues, c'est-à-dire par poussée. Et puis, il y a une petite minorité qui vivent une sclérose en plaques progressive. Soit d'emblée progressive, c'est-à-dire que la personne n'a jamais eu de poussée, ou bien secondairement progressive, c'est-à-dire après une phase plus ou moins longue de sclérose en plaques avec poussée, eh bien il n'y a plus de poussée, mais il y a une aggravation continue de la maladie. Et c'est vraiment deux types de sclérose en plaques différentes. Parce que dans l'une, eh bien, la recherche a quand même pas mal avancé. Moi, au tout début, en 2007, quand la sclérose en plaques rémitante a été diagnostiquée, on proposait que deux traitements, interféron en comprimé et... Non, pas en comprimé, c'était en injection aussi. Qu'en injection, donc interféron et Copaxone. Copaxone, à l'époque, c'était tous les jours. C'était chaud. Maintenant, c'est 3 fois par semaine. Moi, je la fais que 2 fois. Parce que... Bon, il me la maintient parce que je lui dis, faut faire prendre ça que rien du tout. S'il y a encore un risque de pousser, il y a toujours un risque de pousser, donc voilà. Mais, donc ça pour dire que, je sais plus. Voilà, il y a 20 ans de ça, c'était le début des traitements enfants. Maintenant, oui, on parlait de la sclérose en plaques rémitante et progressive. Finalement, la progressive, c'est on n'a pas de poussée, mais c'est en fait, c'est comme une sorte de poussée en continu. Il n'y a pas comme dans la CEP rémitante, il y a des moments où on a une poussée, c'est-à-dire l'apparition ou la réapparition de troubles en fait neurologiques. Il faut savoir que la maladie n'est pas une maladie neurologique, mais à conséquence neurologique. Eh bien,
Donc soit on a des poussées, c'est ça, soit on a une progression continue. Et quand on a une poussée, donc en step rémitante, comme je vais vous le dire, on va avoir des moments où on a des poussées, en ce moment on n'est pas bien, et puis une fois la poussée résorbée, soit d'elle-même, dans mon cas, elle savait pas que j'avais une sclérose en plaques, donc elle partait, soit à coup de bolus de cortisone, si la poussée était costaud, en général, le neurologue propose des bolus de cortisone, c'est-à-dire des perfusions de cortisone à peu près. À l'époque, c'était 1 gramme par jour pendant 3 à 5 jours. Et en dehors des poussées, eh bien, il y a un retour un peu au statu quo ante. Sauf que, au fil du temps, on récupère moins bien de chaque poussée, il peut rester des séquelles. Et avec le temps, peut-être 15-20 ans, eh bien, on passe de la step rémitante à la step progressive. Mais ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vivre toute leur vie avec une sclérose en plaques rémitante. Pour moi, au tout début, quand on m'a diagnostiqué la maladie, j'étais en train de passer en phase secondaire progressive. Sauf que il y a un neurologue qui s'est demandé est-ce que vous n'êtes pas en phase d'emblée progressive, et l'autre neurologue qui a dit non, vous êtes en secondaire progressive. Enfin non, il n'avait pas dit ça au début, il avait dit c'est une forme bénigne puisque vous êtes encore debout après il y a plus de 20 ans. Sauf qu'il ne voyait pas que c'était en train de, que ma maladie s'aggravait. Donc il dit il n'y a pas d'urgence à vous soigner, que je n'avais pas trop envie au tout début de me soigner à coup d'injection. Et puis 4 ans après, il a dit ben non, vous êtes passé en phase au secondaire progressive. Ça a mis du temps avant qu'on le voit. Et moi je sais avec le recul que dès qu'elle s'est diagnostiquée, c'était en train de passer en secondaire progressive. Je sais parce que je ne pouvais plus courir pour rattraper le tram. Donc je me suis dit, s'il y a déjà des séquelles, c'est que c'est déjà en train de passer en progressive. Bref, c'est pas évident à vivre. Au début, parce que je me suis dit, c'est chouette, plus de bolus, parce que les bolus, c'était pas évident. J'ai eu du mal à les supporter, parce que ça ne fait pas d'effet possible. Il y en a, ça fait prendre du poids, moi ça me faisait maigrir. Enfin bref, ça m'énervait, ça me mettait en pas bien du tout. Je ne pouvais pas dormir, ça fait ça pour tout le monde. Et donc je me suis dit, ah chouette, plus de poussée. Sauf que, à un moment donné, tu dis oui, t'as plus de poussée, mais t'as plus non plus de rémission, parce qu'entre les poussées, t'as des rémissions. Et ça, c'est dur. Donc la step progressive, je pense que j'en ferai un livre. Ouais, je vais en écrire un livre parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et finalement, on n'en parle pas, très peu. Parce que ça intéresse personne. 25%. Non, allez, il y a quoi 15% de personnes d'emblée progressive. Les secondaires progressives, je sais pas, ça peut être vraiment réévalué, je sais pas. Bref, peu importe, mais ce que je suis sûre, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'informations sur les secondaires progressives. Et surtout au niveau psychologique, c'est-à-dire la vie qui se vient, la vie, voilà, on va vous en parler, le neurologue, les médecins vont vous en parler, vous dire les choses très, comment dire, aseptisées, j'allais dire. Mais là, moi, je vous en parlerai de manière vécue, voilà. C'est pas pareil de parler d'une maladie quand on est médecin, quand on est un patient ou une patiente. Bref. Je vais terminer cette vidéo par eh bien, quelque chose de pratique. C'est-à-dire, en fait, je vous ai promis de proposer eh bien, des vidéos pratiques qui vous aident. Donc là, j'ai envie de vous donner, en fin de chaque vidéo, une petite astuce. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un point, une zone à stimuler lorsque vous êtes angoissé. Voilà. Si vous êtes stressé ou angoissé, pas bien, vous êtes énervé, il y a un point à stimuler qui vient de l'EFT, donc l'Emotional Freedom Technique de libération émotionnelle, donc c'est une dimension énergétique, au niveau de la clavicule, juste à côté de la clavicule, ici. Vous allez soit faire comme je fais là, pour que ce soit discret, pour pas qu'on... Si vous voulez que ça soit discret, vous pouvez faire comme ça de chaque côté, éventuellement faire comme ça. Normalement, c'est en tapote. De chaque côté de la clavicule, et ça, si vous pouvez le faire les deux mains, c'est encore mieux. Moi, j'ai du mal avec la main gauche, mais un après l'autre, ça peut marcher. Et donc ça vous permet, donc en prenant aussi une respiration calme et profonde par l'abdomen, de vous calmer. Ça peut être fait pour quelqu'un aussi qui
qui est en panique, il peut aussi pratiquer cette zone-là. Voilà. Après, il y a d'autres points, là, ça sera des points d'acupression, je vous montrerai pour le stress. Je connais quelques-uns de points qui peuvent être utiles, tout en ayant une respiration profonde et lente par le ventre. Je vous montrerai si vous ne connaissez pas trop cette manière de respirer. Que vous dire d'autre? Après, dites-moi si vous avez des désirs, des souhaits, des attentes par rapport à Missy News. Je vais vous proposer des points d'acupression ou bien des simulations de zones réflexes. Il y a aussi des automassages qu'on pourrait faire, un peu ce qu'on appelle le doing. Le doing, c'est à la fois les automassages et l'acupression. J'étais formée en réflexologie plantaire palmaire. J'ai fait du Qigong pendant un temps, je faisais aussi du Tai Chi. Malheureusement, le Tai Chi, je ne vais plus trop le faire, enfin debout, je ne vais plus faire du tout. Assise éventuellement, c'est un mouvement. Je pourrais vous montrer parce que je faisais des Tai Chi. Non, c'est du Qigong là. Le Qigong, on fait de la respiration pour se détendre et c'est une sorte de méditation, enfin voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai des vidéos en conséquence. Soit je l'intègre à chaque vidéo que je fais à la fin de la vidéo, soit je fais une vidéo spéciale pour vous montrer ça. Voilà, dites-le moi si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt.